Merci de votre fidélité et confiance à Canal Congo Télévision et bienvenue à votre émission Zoom qu'on reçoit pour vous ce soir Monsieur Jean-Fidèle Boyo qui est délégué général de la société civile Émergence du Congo auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Maxime, bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir peuple congolais, surtout nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes tous des patriotes, nous devons lutter pour l'intérêt de notre nation. Vous êtes devenu un habitué de cette grande émission Zoom. Ah oui, vous savez, Zoom, c'est l'actualité. Avec les analyses de l'homme qui a toujours été au sein du village, l'église au sein du village et non l'église au milieu du village. Non, au milieu du village, c'est impossible d'être au milieu du village. Et cette philosophie n'a plus d'application. Aujourd'hui, c'est l'église dont au le sein pasteur du village. nous trompe, que l'église a toujours été au milieu du village. Non, c'est-à-dire qu'à l'époque là, c'était possible parce qu'il fallait proposer l'église comme la justice, comme le milieu. Mais l'actualité aujourd'hui, tu ne peux pas être au milieu. Celui qui est au milieu n'a pas de droit parce que tu ne peux pas être juge et parti. Tu ne peux pas t'exprimer parce que tu es au milieu. Non, il faut s'exprimer, il faut dire vrai là où c'est vrai, il faut dire faux là où c'est faux. Donc l'église au sein du village, cela veut dire que tu as la liberté de t'exprimer, mais tout en s'exprimant, tout en disant rien que la vérité dans ton expression. L'homme de l'église au sein du village et non de l'église au milieu du village, Jean-Fidèle Boyo. Parlons bien évidemment de l'actualité de notre beau cher pays, la République démocratique du Congo, après que la CENI est clôturée avec l'opération de réception, traitement des candidatures pour l'élection au niveau sénatorial et gouverneur de province. Eh bien, les dates ont été fixées, les dates sont connues pour l'élection des sénateurs et de gouverneurs de province, le 21 avril pour l'élection des sénateurs et le 28 avril pour l'élection de gouverneurs de province. Comment voyez-vous déjà l'organisation de ces scrutins? La première chose est que sur le plan politique, il y aura déjà division. Sur le plan politique, il y a déjà division, surtout nous parlons ici de l'Union sacrée, parce qu'à un certain moment, nous avons suivi aussi dans les réseaux sociaux les échanges des politiciens. Il est vrai que c'est difficile qu'ils puissent parler le même langage par rapport à ça. Il y a un deuxième élément que les gens ne tiennent pas compte. Il y a des candidats gouverneurs, mais qui ont déjà exercé 2 mandats comme gouverneur. Mais la loi interdit au gouverneur de faire 3e mandat, c'est comme le chef de l'État. C'est comme le chef de l'État. Et lorsque je vois un candidat gouverneur qui a déjà exercé 2 mandats successivement, et maintenant il veut aller au 3e mandat, eh bien non, tu as déjà 2 mandats. Donc la Constitution a réglé le nombre de mandats de gouverneurs. C'est comme le chef de l'État. Le président de la République. Comme le président de la République. Une fois renouvelable. Renouvelable, un point trait. Et il n'y a pas de demi-mandat. Demi-mandat n'existe pas. Demi-mandat n'existe. Non, j'avais commencé déjà. Et puis ici, maintenant, tu as fait 7 ans. Non plus. Mandat veut dire mandat. Tu as fait 2 mandats. Je suis sûr et certain que Kadima va écarter des types de candidatures parce qu'il ne va pas accepter de violer la Constitution. Traitement, réception, traitement de candidature. À cette étape, nous attendons bien évidemment l'organisation des élections proprement dites. Est-ce que on n'a pas encore validé. Non, on n'a pas encore validé les candidatures, parce que la CENI est en train de traiter. Après avoir traité, lui va présenter ce qu'il a retenu par rapport à ses critères, et la Cour va maintenant valider ses candidatures pour aller. Donc, si la CENI ne le fait pas, la Cour va le faire. Parce que la Cour va examiner ce que la CENI propose conformément à la loi. Personnellement, M. Jean-Fidèle Boyo, avez-vous déjà repéré les cas des candidats qui ont fait des mandats au poste de gouverneur? Est-ce qu'il y a des cas
dans les candidatures réceptionnées par la CENI. Les cas existent, mais je ne veux pas faire campagne de ces gens-là. Les cas Mais existent. je suis en train de révéler le peuple Mais congolais Gentili Ngobila que n'a pas- la Gentili Ngobila Constitution, n'a pas déposé. je ne veux pas citer, Gentili n'a pas je ne veux déposé pas sa citer candidature. les noms, mais je parle au Congolais que la Lui, il a fait juste, Constitution un seul mandat. interdit au gouverneur d'aller jusqu'au 3e mandat. Tu as fait 2 mandats, c'est fini. C'est comme le président de la République. Et ces cas existent. Et exactement, comme ce sont des cas qui sont plus proches de l'Union sacrée, soit les cas de l'Union sacrée, ils pensent que l'Union plus proches de l'Union sacrée. l'Union sacrée va détourner la loi. Mais nous sommes de la société civile. Nous devons dire rien que la vérité. On doit dire au peuple que le gouverneur ne peut pas aller au-delà de 2 mandats. C'est ça la loi. Mais qu'est-ce que la société civile justement pense par rapport au cas sous examen de ministres frappés d'incompatibilité qui ont été élus députés national, mais au finish avec la Constitution qui prévoit qu'ils ont, après validation de leur mandat, 8 jours pour décider. Et puis, lorsque le chef de l'État demande à ce même ministre frappé d'incompatibilité d'expédier les affaires courantes, quelle a été la réaction de la société civile? Vous savez, vous avez réveillé encore une matière qui semblait partir, mon frère, avec toute sincérité. Le Premier ministre a mis le chef de l'État en difficulté. Pourquoi? La Constitution n'a pas demandé au Premier ministre de démissionner. Le Premier ministre, il décide d'aller aux élections pour devenir député national. C'est sa propre volonté. Ce n'est pas une infraction. Maintenant, il devient député national. On lui demande de donner sa position, de fixer sa position. Est-ce que entre l'Assemblée nationale et la primature, il devait seulement informer à l'Assemblée nationale que j'opte pour l'Assemblée nationale. Et le chef de l'État va prendre des dispositions. Comme conséquence, le Premier ministre ne devrait pas démissionner. C'est comme une motion. Le chef de l'État devant un fait accompli. Oui, parce qu'il a démissionné. Lorsqu'il a démissionné, c'est lui et son gouvernement. Vous savez qu'il y a eu des ministres qui n'étaient pas candidats députés. Mais maintenant, ils sont sanctionnés. Ils sont maintenant devenus affaiblis. Ils sont dans une situation démissionnaire parce que le Premier ministre a démissionné. Mais il a démissionné pour quelle raison? Il a démissionné pour sa propre volonté. C'est comme une motion de défiance. Vous voyez, c'est là où je vous ai toujours dit que nos juristes sont en extrême difficulté pour le moment. Sur de violations et de violations. Des violations, parce que vous repérez déjà des cas. L'information qu'on a demandée au Premier ministre, c'est comparable à une motion de défiance. Cette motion concerne exclusivement le Premier ministre. On ne peut pas élargir, on ne peut pas sanctionner les innocents. Aujourd'hui, c'est parce que la politique, les gens ne parlent pas trop. Les autres ministres sont sanctionnés par innocence. Parce que la démission du Premier ministre ne se justifie pas. Il se justifie pourquoi? Parce qu'il a choisi d'aller à l'Assemblée nationale. C'est comme si ce ministre dépendait de lui. Non plus. Il devrait seulement informer, donner son information, sa position. Vous n'avez pas haussé les tons, vous. Mais même si on haussait les tons, le chef de l'État avait déjà pris une décision. Lorsque le chef de l'État prend la décision, il ne peut pas revenir dans sa décision. Et c'est là où les gens vont comprendre que nos juristes sont dans une situation difficile. Il faut un recyclage, il faut une autre façon de voir les choses. Parce que même les juristes qui ont conseillé au Premier ministre de démissionner n'ont pas pu interpréter très bien l'écriture. Non, ils n'ont pas pu très bien faire. Et même de l'autre côté aussi, bon, le chef de l'État ne peut pas rien faire parce que si quelqu'un vient, il démissionne. Tu ne peux pas l'interdire de démissionner. Tu ne peux pas l'interdire, c'est sa volonté. Mais il devrait opte pour l'approche de que ces mêmes ministres frappés par l'incompatibilité puissent expédier des affaires courantes. Le chef de l'État n'a-t-il pas péché en marchant à l'encontre même de prescrits conceptuels? Non, c'est-à-dire que tout ça, ce sont les conséquences
d'une situation grave. Le départ de tout ça, parce que si le Premier ministre avait compris qu'il devrait seulement donner sa position à l'Assemblée nationale et que les chefs de l'État tirent les conséquences de sa position, on pouvait parler jusque-là. Ça, ce sont les conséquences d'un problème, d'une situation mal gérée. Et c'est une situation juridique. Et maintenant, lorsque vous suivez les juristes devant ce débat, ils n'arrivent pas à dire exactement qu'est-ce qui devrait être fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire? Les 20 tirés, il faut les voir. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est avoir un nouveau gouvernement. Nous osons croire que cette semaine, on pouvait avoir le Premier ministre, en attendant qu'on puisse valider les mandats des députés nationaux. Et puis, à ce moment-là, le Premier ministre va présenter son gouvernement. Le plus tôt serait le mieux. Mais nous estimons que prochainement, nos juristes doivent nous aider. Nos juristes doivent nous aider parce que la façon où nous évoluons, c'est comme si tout devient politique et la politique efface... Comme si les juristes eux-mêmes ne se mettent pas d'accord sur certains... Non, c'est parce qu'ils n'ont pas d'objectivité pour ce moment. Ils font tout pour la politique. Et la politique n'amène pas toujours ce qui est bon. Mais nous sommes les activistes de la société civile. Il faut interpréter les textes. Les juristes doivent nous aider. Ça, c'est la vie d'une nation. Ils ont étudié pour la nation. Ils ne peuvent jamais induire la nation en erreur. Le Premier ministre ne devrait pas démissionner pour ça. Cette raison ne justifie pas la démission du Premier ministre. Mais aujourd'hui, avec ces élections de sénateurs, gouverneurs, il y a eu l'alerte de la Commission électorale nationale indépendante sur les cas de corruption, en prévision même de ces élections. Qu'attend la population, justement, parce que vous êtes porte-parole de cette population, vous êtes de la société civile, qu'attend la population de ces élections? Est-ce qu'il y a de l'intérêt, déjà avec ces différentes alertes, société civile, la CENI, elle-même, l'organe organisatrice de ces élections? Oui, vous savez, la corruption que nous parlons vient trop loin. Même au sein des partis politiques qui désignent ces candidats. La corruption est là pour être retenu comme candidat gouverneur, porté par le parti politique. Bon, ils utilisent la corruption. Mais le grand problème, on peut dénoncer, on peut crier, mais le vrai problème, c'est démontrer, prouver qu'il y a une corruption. C'est là où ça pose un problème. Vous savez, ce sont des politiciens qui deviennent invisibles. Mais ils savent les mécanismes de corruption. Oui, mais c'est difficile d'avoir des preuves. Lorsque vous allez dire que celui-là, comme candidat gouverneur, il a donné aux députés, mais il faut démontrer avec des preuves, ça sera difficile. Mais pour nous, nous estimons que tout ce monde-là, ce sont des Congolais. Ceux qui vont sortir comme gouverneurs, ce sont les Congolais. Mais la meilleure façon de faire les choses pour sauver la nation, c'est donner la possibilité au chef de l'État de permettre. Raison pour laquelle nous avons besoin des juristes. Les juristes doivent nous aider à cette heure-ci, donner les pistes de solutions, permettant au chef de l'État, juste après les élections de gouverneurs, permettez ces gouverneurs d'aller dans des provinces dont ils n'étaient pas élus. Aller dans les provinces dont ils estiment qu'ils ne sont pas originaires. Parce que le tribalisme ne va pas aider. Vous aviez donc suivi... Pour vous, l'élection de gouverneur ou vice-gouverneur de province, ce que vous a tiqué personnellement, c'est les caractères tribal que prend ces élections? C'est ça le danger. Je vous donne les cas. Vous avez suivi la province du Congo. Vous avez suivi au niveau du Kasaï là-bas. Vous avez suivi Congo central. Les gens parlaient du secteur. Nous, c'est du territoire. Et là, c'était tel territoire. Aujourd'hui, c'était tel territoire. De l'autre côté, tel territoire. Maintenant, lorsque vous pensez déjà la division au sein de la province. Ça me que Kinshasa serait favorable que pour les originaires de Bandundu. Non, pas tellement. Non, pas tellement. On va monter les taux, on se rend finalement compte qu'à Kinshasa, on a toujours eu
la plupart des cas, hein, il n'y a que des gouverneurs originaires de la grande province du Bandundu et celle du Congo central. Mais c'est comme ça ce que je dis. Cet esprit de tribalisme-là, sémé par les Rwandais en République démocratique du Congo, ne fait pas avancer pour vous, c'est le pays. Et donc, il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Vous savez, le meilleur gouverneur à l'Équateur, c'était Mukamba. Le meilleur gouverneur, il n'était pas équatorien. Lorsque vous voyez ailleurs aussi, ceux qui ont fait des bonnes choses comme gouverneur, ils n'étaient pas les fils de la province. C'est pourquoi pas revenir au bon sens. Aujourd'hui, vous avez dit, et oui, très bien, la ville-province de Kinshasa est dirigée par le Congo. Parlons du langue Kikongo. Mais quel est le sort maintenant de la ville-province de Kinshasa? Nous avons avancé ou nous reculons? Mais même ailleurs aussi, aller dans d'autres provinces, quelle est la province qui a fait mieux que par rapport à ce qui était passé? Nous estimons qu'il faut revenir dans le principe de non-originalité, lutter contre le tribalisme. Ça va rien apporter de neuf après ces élections. Si on laisse ces gouverneurs là où ils sont élus, ben, rien ne marchera. Parce qu'on commençait par les députés. Oui. Les députés, si il n'a pas de carburant, c'est déjà un problème. J'ai parlé l'autre fois ici, la province de la Mongala, bureau d'âge, qui met en accusation l'ancien gouverneur. Le gouverneur... le bureau d'âge qui n'est pas totalement formel ou légal. Non, mais le bureau d'âge, mon frère. Comment expliquer un bureau d'âge qui décide de mettre le gouverneur en accusation? Voyez-moi, avec cette intention, vous croyez que cette province produira quoi de bon? Est-ce qu'il faut espérer le développement de cette province avec de tels types de députés? Non! Il faut envoyer quelqu'un qui n'est pas de la province de Mongala pour gérer la province de la Mongala. Et ça, c'est pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Si on veut avoir les résultats, il faut passer par là. Et c'est ça le chemin de développement. Faire le contraire, ça ne marchera pas. Tu es élu, oui, tu es congolais, tu as été élu dans une entité congolaise, eh bien, allez travailler ailleurs, là où le pays veut que tu travailles. Tu ne peux pas dire que tu es du Kasaï. Tu dois demeurer au Kasaï. Non, tu as du Kasaï, va travailler à l'Équateur. Tu as de l'Équateur, va au Katanga, ainsi de suite, parce que tu es chez toi, tu es congolais. À vous attendre reparler, monsieur Jean-Fidèle Boyo, on dégage directement que les non-originaires, s'ils sont placés à la tête de telle ou telle autre province, ça symbolise non seulement le développement de cette entité territoriale, mais ça symbolise également l'unité nationale. Ça renforce l'unité nationale et cela désactive l'esprit de tribalisme. Il y aura un désintéressement communautaire. Parce que nous disons, nous sommes de l'Équateur, on nous a envoyé un Katangien, si nous ne voulons pas de lui, on va encore nous envoyer un Kasaïen. Donc, est-ce qu'il faut-il le faire partie? Non, laissez-lui. Oui. On va se désintéresser de lui faire partie. Oui. Ça va réduire la probabilité d'émotion. Motion. Ça va aussi réduire le conflit entre l'Assemblée provinciale et le gouvernorat. Et puis il viendra pour travailler en vue que cette province-là puisse émerger, puisse se développer. Celui-là viendra pour démontrer qu'il est capable. Oui. Même s'il n'était pas capable scientifiquement, mais il fera un effort avec l'ensemble de son gouvernorat de faire mieux que possible. Donc il y aura moins de conflits et il y aura plus d'objectivité.
Donc il faut les faire. Les élections, nous voulons, tout ce monde, quelle que soit leur couleur politique, que ce soit des Congolais, il faut les accepter. Dès qu'ils sont élus, nous allons applaudir. Mais cela ne symbolise pas le développement. Il faut les permettre. Et il faut interroger les textes. Est-ce que le chef de l'État pourra avoir la possibilité de le faire? Il faut chercher l'espace, le mécanisme pour donner au chef de l'État le pouvoir. Ne pas nommer les autres gouverneurs, mais permettez ceux qui sont élus. On a vécu cela sous les règnes du maréchal Mobutu, où il y avait des permutations. Un non-originaire était à la tête de telle province ou telle province. Ce n'est que au départ du maréchal Mobutu que le fait décrié par les uns et les autres ont été mis en musique. Vous savez, Mobutu était encore trop dur. Mobutu, même dans le cabinet ministériel, tu es ministre ressortissant de l'Équateur. On ne peut pas trouver la majorité des Équatoriens dans ton ministère. Non plus. Mobutu était trop dur. Mais aujourd'hui, tu es ministre, le directeur du cabinet, c'est ton beau-frère, le directeur du cabinet adjoint, c'est ton petit frère, le conseiller chargé ceci, chargé des finances, tout ça, c'est la famille. Non! Non! Il y a des choses où nous reprochons les autres, oui, parce qu'ils ne veulent pas de nous, mais il y a d'autres choses où les responsabilités sont partagées. Nous-mêmes, nous ne voulons pas que ce pays développe. Non, mon frère, il faut travailler. Nous avons déjà dit au chef de l'État de ne travailler que sur la cohésion nationale. Ce qu'on appelait l'unité nationale. Il faut travailler sur ça. C'est ça même le départ du développement. Mais lorsque nous continuons... Cette cohésion nationale pose problème à ces jours, sous le leadership de Félix Tshisekedi. Oui, mais lui, il a trouvé... Pas de cohésion. Non, mais est-ce qu'il y a-t-il de cohésion? Je vous ai parlé maintenant. Nous parlons de gouverneurs. Hein. Ça fait des années, les gouverneurs... Les dialogues pour retrouver cette cohésion. Non, depuis que l'RCD a réussi à imposer sa philosophie que nous appelons décentralisation ou démembrement. C'est le RCD qui a induit le chef de l'État de l'époque. Mon frère, en erreur, n'optant pour la décentralisation des provinces. Ils ont profité de la Constitution. Oui, oui. Parce que cette Constitution était la Constitution d'impact de la paix. Il fallait chercher les mécanismes de la paix. Et les rebelles rwandais, ils ont mis leurs intérêts au niveau de la Constitution. Ils ont mis leur philosophie au niveau de la Constitution. Parmi cela, ils ont estimé qu'il faut démembrer la province. Or, dans leur intention, c'est rendre ingouvernable la République démocratique du Congo. Ils ont réfléchi longtemps sur ça et ils ont amené ce que nous appelons la décentralisation par défaut. Et pourtant, c'est cette décentralisation qui nous amène aujourd'hui. Ça me fait mal au cœur lorsque je suis nos notables en train de discuter sur la répartition du quota et du quota. Mon frère, même au sein des provinces, je parle des provinces de Congo, c'est à côté de nous ici, c'est derrière la maison. Les gens de Fèche disent que cette fois-ci, c'est nous. C'est déjà une division au sein de la province. Et ça, c'est l'intelligence rwandaise. Ça, c'est la pensée de la RCD aujourd'hui transformée en Alliance pour le fleuve Congo. Vous savez, ça, c'est la version révisée. L'RCD transformée. Mais l'Alliance du fleuve Congo, c'est la version révisée. C'est la version révisée de l'RCD. C'est la version révisée de l'RCD. Nanga n'est pour rien. Nanga là comme les Ondekan étaient avec l'RCD, comme les autres aussi. Donc Nanga n'est qu'un figurant congolais avec les autres, mais la pensée de l'alliance du fleuve Congo, c'est la pensée rwandaise. Donc ici, les gens doivent tirer leçon. Les gens doivent tirer les leçons. On nous a fragmenté jusqu'au niveau des communautés. Il faut chercher à consolider ça. Le chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi, a trouvé déjà les choses qui ont été déjà biaisées. Lorsqu'il disait que Olingala disait que Mboke Koufa, et les gens ont critiqué, peut-être il n'a pas eu le temps d'exprimer exactement sa lecture. Mais dire concrètement. Mais ce que je viens de vous dire maintenant,
On nous a divisés, non? La constitution, vous trouvez dans notre constitution la pensée rwandaise qui nous divise aujourd'hui. Nous avons du mal à nous restructurer, nous avons du mal à nous restaurer, tout simplement parce que on nous a déjà déclassés par cette pensée rwandaise, par cette philosophie. Et maintenant, il faut travailler parce que nous sommes vivants. Nous devons travailler plus pour que nos enfants et nos petits-enfants trouvent un Congo émergent, un Congo développé, un Congo extrêmement fort. Un Congo émergent, un Congo fort, tel que vit l'ensemble de la population congolaise à ce net moment. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, l'homme de l'église au sein du village, il y a-t-il cette possibilité de revenir au tas initial, à l'état initial donc de 11 provinces. On avait 11 provinces. Hein. Oui. On avait 11, maintenant nous avons 26. 26 provinces avec la décentralisation, 26 provinces. Est-ce qu'il y a cette possibilité? Est-ce que les députés qui sont au niveau de l'Assemblée nationale peuvent travailler afin que nous revenions à l'état initial de 11 provinces? Ou bien, depuis qu'il y a eu cette décentralisation, on ne peut plus retourner à l'état initial de 11 provinces? Non, comme nous avons les 26 provinces, oui. C'est pas un problème. On doit plutôt s'adapter. On peut faire avec. Non, on peut avancer avec les 26, oui. Mais on doit adapter la méthodologie d'intégration inter-province, telle que nous disons maintenant. Lorsque nous travaillons sur le principe de non-originalité, ça va nous aider tous. C'est-à-dire que donner la gouvernance aux gens qui ne sont pas originaires. Parce que si vous êtes dans la province, le gouverneur n'est pas de la province. Le vice-gouverneur, il vient d'une autre province. Vous avez la sécurité, vous avez la santé. Au niveau des divisions, vous avez les gens qui sont venus des autres provinces. Vous trouverez quand même la possibilité d'intégration communautaire. Il y aura moins de problèmes, il y aura moins de conflits et nous allons développer maintenant cette cohésion nationale d'une autre façon. C'est possible qu'il faut le faire. Ce n'est pas supprimer la décentralisation, mais s'adapter maintenant, renverser maintenant la pensée négative du Rwanda, oui. Bien sûr, pour capitaliser ça et puis faire notre pays un pays fort. Mais vous savez, tout est possible. Mais la meilleure difficulté que nous avons dans notre pays est que notre pays, nous avons la politique forte avec une sécurité faible. Tout simplement parce que nos politiciens sont en train de travailler jour et nuit, tout en affaiblissant les services de sécurité et tout en renforçant leurs capacités. Et puis, lorsque vous regardez très bien, nos politiciens sont souvent insatisfaits, mon frère. Les politiciens congolais sont souvent insatisfaits. Qu'est-ce que Corneille Nangaa n'a pas eu de ce pays, la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que Mamba n'a pas eu? Corneille Nangaa avant Séni, il avait quoi? Et il était quoi? Il représentait quoi? Mais aujourd'hui, c'est avec la République démocratique du Congo que sur le plan international, on parle de Nangaa. Même Mamba Jajak et les autres sont là. Les autres peut-être, ils ne se sont pas encore affichés, mais ils sont parmi eux pour détruire ce pays. Nous estimons que tout est possible. Nous devons travailler pour émerger notre pays. Nous devons soutenir le pouvoir en place parce que celui-là que nous avons choisi, que le peuple a choisi, et tout ce qu'il fait, c'est au nom du peuple, et le peuple est derrière, c'est lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République. L'air passe tellement vite comme une flèche. Monsieur Jean-Fidèle Boyo, ma dernière question, parce que je vous ai vu prononcer les noms du pays de Paul Kagame, le Rwanda, à plusieurs reprises, et même vous serez tenté de dire que la politique mise en place aujourd'hui par rapport aux faits décriés par les uns et des autres, c'est vraiment une pensée rwandaise. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui on est victime de cette agression nous imposée par le Rwanda qui agit sous label du M23? Est-ce la diplomatie mise en place par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, sera
arrive-t-elle à nous dire de sortir notre pays de ces trous? Oui, sa diplomatie nous a aidé à diagnostiquer exactement quel est l'agresseur de la République démocratique du Congo. Dans sa diplomatie, nous retenons que sur le plan international, aujourd'hui, on parle de la situation de la République démocratique du Congo avec des petits détails. C'est dans sa diplomatie que tous les Congolais se réveillent. Vous savez, dans ce pays, moi personnellement, je ne savais pas comment est-ce qu'on exploitait les minéraux à l'est de la République démocratique du Congo. C'est grâce à cette diplomatie qu'aujourd'hui nous parlons de ça. Comme société civile, je me suis toujours posé la question, quelle est l'influence de ces minéraux dans notre budget? Parce que l'argent de l'État n'a rien. Aujourd'hui, les agents ne sont pas payés parce qu'on dit qu'au niveau du trésor public, nous n'avons rien. Mais ces diamants qui ont été toujours là, ces minéraux qui ont été toujours là, quel est l'impact d'exploitation de ces minéraux par rapport à notre budget? Mais c'est aujourd'hui que tous nous sommes maintenant éveillés, et tous maintenant, nous croyons maintenant que nous avons aussi d'autres ressources et demain matin, nous allons le faire autrement. La façon où le gouvernement va gérer ces minéraux pour le demain, ça ne sera pas comme hier. Parce qu'aujourd'hui, la diplomatie de Félix nous a aidé à comprendre exactement pourquoi il y a la guerre. Vous pouvez croire que les Ougandais et les Rwandais se sont bâtis en République démocratique du Congo à cause de nos minéraux. Ils sont venus chez nous pour se battre à cause de nos minéraux. Pendant que nous ici, on n'a rien pour même donner à un agent de l'État. On dit qu'il n'y a rien. On est incapable de produire. On est incapable. Mais les minéraux font quoi? C'est grâce à ça. Mais nous disons, la diplomatie seule ne suffit pas. C'est comme ça que nous demandons au chef de l'État, il faut voir la voie militaire. La puissance d'un pays, c'est sa sécurité. Le chef de l'État doit plus travailler, renforcer les services de sécurité pour rendre ce pays, le pays puissant. C'est pas la politique, c'est pas parce que nous avons plusieurs partis politiques que nous pouvons dire que notre pays est fort. Non, c'est lorsque nous avons les services de sécurité très fort, c'est à ce moment-là que nous allons dire que notre pays est fort. Et il faut travailler dans cet axe-là, parce que l'axe sécurité influence les autres axes. Nous sommes d'accord pour que, lorsque vous interrogez le budget des États-Unis par rapport aux sécurités, le budget de la France par rapport aux sécurités, et notre budget représente quoi par rapport aux sécurités, et donc vous voyez que nous ne sommes pas encore arrivés au point de maintenir la sécurité. Il faut commencer par là. Nous devons avoir les services de renseignement très forts. Nous devons avoir l'armée très forte. Nous devons avoir des organisations sécuritaires qui sont mieux placées pour sauvegarder la puissance de notre pays. Et il faut commencer par là. Et nous osons croire que si nous continuons avec cet éveil de conscience nationale, nous allons réussir. Mais la diplomatie, celle doit être accompagnée par la force sécuritaire. Jean-Fidèle Boyo, je rappelle, vous êtes délégué général de la société civile émergence du Congo. On vous aime beaucoup plus quand on vous appelle l'homme de l'église au sein du village. Non, de l'église au milieu du village. Oui. Je vous dis merci de ton disposé. Merci beaucoup. Merci. Vous étiez nombreux, mesdames, messieurs, à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée par Moro Njambe qui était au même moment à la prise de vue, Christian Banjolo à la régie d'antenne, Alain Kabongo au web. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur votre chaîne.